Dans une deuxième partie, nous allons donc voir la République incertaine entre 1848 et 1849 et la mise en place d'une République libérale. Donc, première dégradation ici de la démocratie politique. Alors, le premier moment, c'est les journées justement de juin 1848. La radicalisation de l'extrême gauche dont nous avons parlé juste avant. L'indécision des républicains modérés et la montée des conservateurs obligent le pouvoir à plus de fermeté et à mettre fin à un symbole de cette république sociale, les ateliers nationaux. Louis Blanc critique les ateliers nationaux conçus par Marie. En juin, ils indemnisent 119 000 ouvriers, mais qui ne travaillent pas. Le 21 juin, l'Assemblée, sur proposition du comte de Falloux, décide de les fermer car trop coûteux et foyer d'agitation. Le 22 juin, l'agitation commence et les barricades se multiplient. Le 24, Paris est mis en état de siège. Cavaignac, nommé dictateur provisoire en lieu et place des Pentarques, écrase méthodiquement la rébellion avec 50 000 hommes. Le 26, le faubourg Saint-Antoine tombe, 2500 morts, 3000 blessés, 15 000 arrestations et 4400 déportations en Algérie. Voilà pour le bilan de ces journées de juin 1848. C'est donc la fin de la République sociale et la bourgeoisie reprend le contrôle de la vie politique. Le 28 juin, Cavaignac devient président du Conseil avec pour mission de mettre en place une démocratie limitée. On va donc voir dans une deuxième sous-partie un régime fragile. La première idée, c'est que les libertés sont limitées dès l'automne 1848. Interdiction des clubs, retour de la censure et du droit de timbre pour les journaux, rallongement de la journée de travail à 12 heures. La Constitution est adoptée le 4 novembre avec pour devise liberté, égalité, fraternité, mais dont les principes s'articulent autour de travail, famille, propriété et ordre public. Le pouvoir législatif est confié à une assemblée unique de 750 députés élus pour 3 ans au suffrage universel masculin direct. Le pouvoir exécutif appartient à un président élu, lui aussi au suffrage universel direct pour 4 ans, et possède des pouvoirs importants. Il nomme et révoque les ministres, dispose de la force armée et négocie les traités. Jules Grévy s'oppose à tout cela au nom de la collégialité. Pourtant, des garde-fous sont prévus. L'Assemblée ne peut pas être dissoute, le président n'est pas rééligible et peut être traduit devant une haute cour de justice. Mais la mise en place de 2 légitimités indiscutables et l'impossibilité d'un arbitrage en cas de conflit entre les deux rendent le régime très fragile. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer. Et donc a lieu la première élection présidentielle à un seul tour, le 10 décembre 1848, et elle voit s'affronter donc des républicains en ordre dispersé, comme Ledru-Rollin, donc pour les républicains avancés, qu'on appelle aussi radicaux, Lamartine, qui soit déjà président, Cavaignac, pour les républicains modérés, et Raspail pour les républicains socialistes. De l'autre côté, on a pour les légitimistes Changarnier, et pour les orléanistes et légitimistes du parti de l'ordre, Louis-Napoléon Bonaparte. Il a le soutien de Proudhon, qui voit en lui le défenseur des ouvriers, et de Victor Hugo. Habile politique que les autres ont sous-estimé, et jouant sur la légende de son oncle, sur l'ordre, tout en garantissant une attention envers les ouvriers, grâce à son livre « L'extinction du paupérisme », Louis-Napoléon Bonaparte obtient 75% des suffrages. Et c'est comme ça qu'on en vient à la troisième sous-partie sur les élections législatives qui vont suivre donc de mai 1849 et le triomphe du Parti de l'Ordre. Louis-Napoléon Bonaparte joue le jeu des conservateurs et nomme 2 hommes forts au gouvernement, Odilon Barrot, orléaniste, et le comte de Falloux, légitimiste. Le Parti de l'Ordre, formé de légitimistes, d'orléanistes ralliés au régime, et de modérés, devenus conservateurs, triomphe. Mais la Chambre est hostile à ce gouvernement et veut voter des lois contre une possible évolution monarchique du pouvoir. Le 29 janvier 1849, le gouvernement fait cerner le palais Bourbon par les troupes du général Changarnier et l'Assemblée vote sa propre dissolution et l'interdiction des clubs politiques. Avant sa dissolution, la Constituante vote une loi électorale qui encadre le suffrage universel. À ce moment-là, la vie politique s'est bipolarisée. On a une gauche, formée par le Comité démocratique socialiste, qu'on appelle plus souvent les démoxocs, ou les montagnards, ou les rouges. Dans cette gauche
des Moxoc, on trouve Ledru Rollin, Eugène Sue, Louis Blanc ou Raspail, et elle obtient en gros 35% des députés, soit 200 élus. Cette France socialiste est plutôt celle donc du Massif central, du sud-est de la France, du sud-ouest, et des villes industrielles comme Paris, Lyon, Marseille, Lille, et surtout 16 départements ruraux, la Haute-Vienne, l'Allier, la Dordogne, la Drôme, les Hautes-Alpes. Ensuite, vous avez une droite, formée du Parti de l'Ordre ou Union libérale, qu'on appelle plus souvent les Blancs, qui s'appuie sur les notables et qui obtient 53% des suffrages et 450 élus. Cette France conservatrice est celle de l'Ouest, du Languedoc et de l'Est. Enfin, il y a un troisième groupe, les républicains modérés, qu'on appelle aussi les Bleus, qui n'arrivent pas à s'affirmer entre ces deux pôles et qui obtient 11% avec 80 députés. Et même symboliquement, Lamartine, Carnot, Jules Favre et Garnier-Pagès ne sont pas élus. En février 1849, le pape Pie IX est chassé par une révolution menée par le poète Mazzini. La question du pouvoir temporel du pape devient alors un enjeu politique français. La droite est attachée au maintien des États du pape, même s'ils empêchent l'unité italienne, alors que la gauche considère qu'ils sont une survivance du passé et empêchent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ledru Rollin tente une manifestation le 13 juin pour empêcher l'envoi de troupes françaises, mais le peuple ne suit pas et Changarnier réprime la manifestation. Ledru Rollin s'enfuit en Angleterre et 34 députés des Moxoc sont arrêtés. Le 15 juin, des rassemblements ont lieu en province, mais sont réprimés tout aussi durement. Les légions populaires de la garde nationale sont dissoutes. Les journaux socialistes saccagés et les arbres de la liberté qui avaient été plantés en février sont abattus. Le 3 juillet 1849, Oudinot s'empare de Rome et rétablit le pouvoir temporel du pape, ce que désavoue publiquement le président Bonaparte, qui est souvent fait de la question donc des nationalités un des enjeux forts pour lui.